Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire conjoint Med6 et Quest. Donc on va, le temps que les personnes arrivent, on va se présenter. Donc Régis, tu es là. Super. Donc, un joli effet de transition rideau. Allez, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse la main pour te présenter, Régis. Merci Hervé. Donc je suis Régis Alix, je suis architecte solution avant-vente au sein de Quest depuis un certain temps maintenant, et donc ma spécialité au sein de la division Platform Management de Quest se trouve être l'Active Directory, l'Azure Active Directory, et on va dire les problématiques de sécurité autour de ces annuaires. Et donc, Hervé Thibault, donc pour ma part, je suis à la direction technique de Metis. Par ailleurs, je fais partie d'un programme avec Microsoft qui s'appelle Microsoft Regional Director, et j'interviens précisément sur le sujet où effectivement le directeur technique, il y a pas mal de sujets à couvrir, mais en ce moment, on a une très très grosse activité, une très grosse partie de notre activité qui concerne effectivement la cybersécu. En général et en particulier des sujets autour d'Active Directory et d'Azure Active Directory. Donc on va attaquer tout de suite. Donc je vais vous faire effectivement un petit, si tu veux bien passer au slide suivant, pardon Régis. Donc je pense que c'est un secret pour personne et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là pour la plupart aujourd'hui. Hein. Il y a Active Directory, il est présent dans énormément, et quand on dit énormément, c'est quasiment tout, effectivement, les systèmes d'information à une certaine échelle, parce que on va gérer des comptes dedans, dont les comptes à privilèges, et puis les machines. Alors, les machines au travers notamment des stratégies système, les fameux GPO. Et en fait, il s'avère que nous, actuellement, quand je vous disais, on a une grosse activité, on est sollicité plusieurs fois par semaine, alors heureusement pour nous ou malheureusement en règle générale, hein, mais sur des reprises sur incidents suite à des attaques, donc beaucoup autour de ransomware, donc qui ont chiffré tout ou partie, et souvent on est plus proche du tout que de la partie, du système d'information du client. Donc ça, c'est notre expérience malheureusement quotidienne. Et puis, le constat, il est partagé avec l'ANSSI. Je pense qu'il y a pas mal effectivement, partagé sur ces sujets-là. Et le gros du sujet, celui qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la partie chiffrement qui implique effectivement d'être capable de remonter un SI, donc toujours pour tout partie, comme je le disais, en se basant souvent sur des solutions de sauvegarde. C'est-à-dire, on va reconstruire le SI, peut-être, j'en reparlerai un petit peu après, mais peut-être un petit peu différemment, hein, au niveau de la structure AD, au niveau du référentiel d'identité, on peut s'autoriser des variantes, mais de toute façon, effectivement, on s'appuiera sur des sauvegardes. Donc, que ça soit le sujet aujourd'hui va être plutôt sur la sauvegarde, effectivement, AD, ou que ça soit sur les sauvegardes de data aussi qu'on peut avoir pour toutes les données d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque? Alors on pense vraiment à la partie chiffrement. Régulièrement aussi, le chiffrement sert aussi à masquer. Vous avez une partie, comme vous pouvez le voir sur le slide, hein, effectivement, le chiffrement va permettre de demander la rançon. Ça va être vraiment le vecteur qui va permettre effectivement à l'attaquant de rentabiliser entre guillemets son attaque. Mais souvent, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi une partie exfiltration de données. Alors l'exfiltration de données pour deux choses, hein. C'est pour prouver qu'effectivement, on a capacité, effectivement. D'abord, c'est bien l'attaquant qui vous réclame la rançon qui a fait l'attaque. C'est quand même, voilà, c'est quand même un sujet. Et puis le fait est qu'effectivement, cette exfiltration, en plus de la rançon qui est demandée pour récupérer son SI, elle peut aussi être vendue dans le cadre de certaines entreprises qui peuvent disposer de données un petit peu sensibles. Donc là, je pose le sujet. Pour vous présenter rapidement Med6, donc on ne va pas trop s'attarder, mais si tu veux bien. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Med6, en fait, cette année, nos 10 ans d'existence avec une croissance continue depuis ces 10 ans. L'année dernière, ça a continué malgré ou grâce, c'est l'avantage quand on est très estampillé
cybersécu à la situation de pandémie. Donc, on a continué à intégrer un certain nombre d'agences. On a intégré 3 nouvelles agences l'année dernière, 2 centres de services, vraiment un centre de service plutôt service managé, donc ce qu'on va trouver autour de Microsoft 365, du Intune, de l'Office 365, etc. Et un centre qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps, le SOC. Donc, on a un Security Operations Center qui est basé à Tours. Donc Med6, c'est ce qu'on appelle un pure player Microsoft, mais nous, notre credo, c'est vraiment un focus cybersécurité et un message fort qui est Digital Trust Builder, c'est le sujet sur lequel on veut communiquer. Dans la sécu, on ne fait pas que du Microsoft, même si notre position de partenariat et le sujet d'aujourd'hui tourne autour de solutions Microsoft. Donc c'est environ 300 consultants, parce que ça augmente tous les jours. Certifiés sur du Microsoft ou sur d'autres solutions de sécurité, et notamment des solutions Quest, dont celle dont on va parler, et d'autres outils Quest également. Ce sont au niveau des certifications Microsoft, donc des MVP, des Regional Directors, donc ce que je vous disais, effectivement, à l'heure actuelle, nous sommes 2 Regional Directors Microsoft chez Med6. Le partenariat Quest, c'est important, c'est aussi ce qui nous lie aujourd'hui. C'est important pour nous parce qu'effectivement, en tant qu'acteur de la cybersécurité, on ne peut pas faire sans Quest. Voilà, donc c'est important pour nous et c'est la raison de la présence aujourd'hui. Et donc, on a le plus haut niveau de partenariat, effectivement, Quest, qui s'appelle Platinum, qui fait que on a des obligations et des volontés forcément de certification de nos consultants pour délivrer le meilleur des solutions Quest chez nos clients. Si tu veux, je vais faire rapidement le slide suivant, là, vraiment focus sur la partie sécurité. Donc, dans le cadre du partenariat Microsoft, énormément de ce qu'on appelle de certification Gold. Donc, il y a beaucoup de partenaires certifiés. Il n'y en a pas forcément qui ont autant de certifications que nous. Donc, sur 17, on en a 15 en Gold. Et une en Silver. En fait, celle qui manque à l'appel, c'est tout ce qui s'appelle Business Apps, qui tourne autour de Dynamics, qui n'est pas vraiment notre cœur de métier premier, parce qu'on touche des aspects peut-être un petit peu plus fonctionnels que techniques, mais on va retrouver dans tous nos certifications Gold, tout ce qui va toucher au cloud, à la mobilité, à la sécurité, à la collab, etc. Et tout. Vous avez tout l'écosystème de partenaires autour de la sécurité qu'on peut avoir. On a eu l'occasion, avec Quest également, d'intervenir il y a 2 semaines aux assises de la sécurité. Il y avait plein de sujets intéressants là-dessus, notamment au travers, nous, on intervient dans le cadre d'Exatrust ou de CyberSecNU, pour marquer notre position de leader, d'intégrateur, notamment de solutions de sécurité françaises. Donc, c'est un peu ce pourquoi on intervient dans la partie Exatrust et CyberSecNU. On est vraiment un intégrateur de solutions françaises de sécurité. Puis pour terminer sur l'aspect Microsoft, effectivement, on est titulaire. Microsoft a souhaité aller plus loin que le partenariat Gold, qui est on a un certain nombre de certifiés et on génère du revenu pour Microsoft. Et après, vous avez ce qu'on appelle les spécialisations avancées, où là, on est audité au sens où il y en a eu un, ça durait quand même 7-8 heures en anglais, et on va nous demander effectivement de prouver un savoir-faire en avant-vente sur le delivery, comment la qualité des livrables, est-ce qu'on était bien conforme à un certain nombre de choses. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se gagne, qui se mérite, et notamment sur la partie, on en a pas mal sur Azure, et sur la partie sécurité, on a la partie gouvernance et protection des informations. Pour retourner, donc là vous retrouverez, puisque comment vous aurez l'enregistrement ensuite, donc les différents sujets qu'on couvre autour de la cybersécurité. Donc j'en parlais, il y a le SOC, qui est vraiment un sujet central qui se développe beaucoup en ce moment, donc avec des solutions de SIEM, on s'appuie sur Azure Sentinel ou d'autres solutions, et puis c'est ce qui nous permet de fédérer toute cette expertise en cybersécu. Puis effectivement, on délivre des prestations en projet ou en assistance technique, et beaucoup, notamment en ce moment, si tu veux bien passer au slide suivant, et qui fait le lien avec ce qui nous concerne aujourd'hui, avec la sécurisation autour d'Active Directory, ou de l'identité en général, parce que voilà, c'est le Active Directory fait office de référentiel d'identité. Alors,
d'identité technique, hein, on va pas entrer dans le débat, effectivement, est-ce que c'est la base RH, est-ce que c'est la base paie, etc. C'est pas le sujet. Au niveau de l'identité technique, effectivement, on a pas mal de clients qui utilisent forcément de l'Azure AD dans un monde hybride parce qu'on a de l'Office 365 notamment. Il n'empêche que dans la très très grande majorité des clients, le référentiel, c'est-à-dire l'endroit où je vais créer des comptes, des groupes, etc., faire un certain nombre d'opérations, c'est AD. Et effectivement, via Azure AD Connect, c'est répliqué dans Azure AD. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mission en ce moment et sur lesquelles, effectivement, on utilise un certain nombre de solutions Quest, des sujets de consolidation AD qui vont être liés directement au sujet que je vous ai mis en deuxième, qui est la mise en œuvre du tiering model. Je sais pas, alors, c'est ce qui est illustré, effectivement, sur la partie du slide en bas à gauche. Je pense que ça parle à pas mal, effectivement. On sait que c'était représenté dans le premier slide, hein, les mécanismes, les attaquants, en fait, utilisent, alors, c'est pas des failles, c'est des fonctionnements by design d'Active Directory, mais en fait, ils vont infecter une première machine et puis par des mécanismes de déplacement qu'on appelle des mouvements latéraux, d'élévation de privilèges, etc. Le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'au Graal qui est l'administrateur du domaine, effectivement, ou l'administrateur de l'entreprise. Et à partir de là, je suis en mesure de chiffrer tous les serveurs de l'entreprise et tous les postes de travail. Parce qu'on pense serveur, mais il y a aussi les postes de travail. Et comment on lutte contre ça? Il y a un modèle qui existe depuis un certain nombre d'années qui s'appelle le tiering model, avec ou sans forêt d'administration, etc., qui peut être mise en œuvre. Alors, c'est pas forcément trivial en fonction de la taille des clients. Donc, on intervient avec Quest sur un sujet, on parle de plus de 100 000 comptes, effectivement, pour citer un cas le plus représentatif. Donc, c'est une opération qui est pas triviale, hein, qui demande quand même du temps et puis de la mise en œuvre et de l'adaptation, etc., du modèle. Et la plupart du temps, effectivement, mettre en œuvre ce modèle-là sur une forêt ou un domaine, c'est relativement complexe. Et donc, quand des clients ont beaucoup de forêts et de domaines, la première chose qui se fait, c'est une consolidation. C'était pour ça le lien avec le sujet 1. Donc, on va d'abord consolider tous ces domaines de manière à dire c'est quand même beaucoup plus simple de sécuriser un domaine ou une forêt, si on fait du monoforêt monodomaine, que de le faire sur tout un ensemble de forêts-domaines. Et puis après, par corollaire, on a aussi, c'est plus simple de synchroniser un référentiel d'identité avec Azure AD pour ne plus avoir à faire de fédération, des choses comme ça. Et derrière, on va retrouver effectivement tout un ensemble donc, quand on parle de consolidation AD, toujours chez le client dans lequel on parle, il y a aussi des problématiques de migration. Et donc, on utilise, alors pas ceux dont on parlera aujourd'hui, mais des outils Quest, effectivement, pour faire un certain nombre d'inventaires. Quand on va l'AD consolider, on a établi alors, on a mis du tiering model, on a aussi établi certaines règles de sécurité. Il n'y a plus de protocole legacy. Alors, quand je dis legacy, je suis gentil, mais type du NTLM, du SMB ou des choses comme ça. Et on s'appuie effectivement, quand on va faire la chasse aux informations sur les domaines qui vont être migrés, il y a des informations qu'on a et puis il y a celles que le client n'a pas forcément. On utilise des outils Quest pour aller à la pêche à ces informations, identifier les protocoles dits dangereux. Donc les corollaires, quand on a mis en place ces modèles, ces AD consolidés et sécurisés avec du tiering model, on met souvent en place aussi du bastion, donc tout un tas de solutions. Ça, c'est notamment le cas avec un ministère en ce moment, un grand ministère, pour effectivement dire, je vais sécuriser aussi, j'ai sécurisé mon domaine et mes modèles d'administration interne, je vais sécuriser la façon dont je vais intervenir en administration sur ce domaine. On sécurise tout ce qui est serveur, forcément, pas que les DC, mais aussi les serveurs et les postes de travail. Parce qu'effectivement, pour rebondir, alors c'est le point 9 qui est sur le slide, pourquoi on se dit que c'est mettre un EDR par rapport à l'AD, parce qu'en fait, le vecteur d'attaque, quand on va chiffrer, le point d'entrée, le patient zéro, c'est très souvent un mail qui contient du code malicieux, et c'est à partir de là, effectivement, qu'on va faire ces mouvements latéraux, ces mécanismes d'escalade pour monter d'un niveau et tout. Donc, en protégeant le poste, soit directement au niveau en faisant du hardening OS, soit en intégrant c'est pas soit, c'est souvent en intégrant une solution d'EDR, effectivement, on améliore grandement la résilience face à des attaques qui visent Active Directory. Quand le mal a été fait, on reconstruit.
Donc reconstruire, c'est reconstruire les DC, hein, toute la partie AD qui va nous intéresser aujourd'hui à partir de sauvegarde. C'est aussi reconstruire les postes de travail et parfois un certain nombre de serveurs. Et c'est là que notamment on peut aussi se poser des questions. C'est pas forcément du one-to-one, c'est dire bon, on avait procédé d'une certaine façon. Faut surtout pas reconstruire pour se reprendre le même, parce que ça s'est vu hein, dans la presse, voilà. Dire quand on reconstruit, c'est aussi l'idée de dire on ne reste pas vulnérable parce que sinon on rejoue comme ils ont gagné une première fois. En général, ils sont très enclins à rejouer une seconde fois les hackers et ils peuvent vous refaire le coup 2 semaines après, ça s'est vu. Hein. Donc effectivement, c'est quand on va reconstruire, on se pose des questions. Ça peut être effectivement de mettre en œuvre ces fameuses consolidations, tiering model. Ça peut être de basculer sur certains systèmes de sécurité qui sont propres à Azure AD, introduire du MFA, de l'accès conditionnel, enfin tout un tas de choses comme ça, et aussi de la gestion des identités à privilèges. C'est le bon moment pour se dire si on n'avait pas d'EDR, donc ça c'était mon point 9, ou de modèle de gestion des identités à privilèges pour les introduire lorsqu'on va faire cette phase de reconstruction. C'est de l'authentification forte avec du MFA, et pour aller plus loin, ça peut être toujours pour comment travailler les mécanismes d'usurpation d'identité jusqu'au passwordless, donc en s'appuyant sur un certain nombre de choses. Ça peut être du Windows Hello, ça peut être de l'Authenticator. On travaille aussi avec des clés FIDO2 Yubico, etc., etc. Voilà. Donc voilà tout le panel de missions qu'on peut avoir à faire en ce moment autour de la cybersécu et sur lesquelles, effectivement, Quest nous apporte une aide précieuse avec les outils qu'il met à notre disposition. Et Régis, c'est à toi. Merci Hervé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans le détail certains principes d'attaque, en fait, certaines problématiques qu'on peut rencontrer, certaines menaces qu'on va rencontrer autour d'Active Directory et d'Azure Active Directory, qui sont les deux annuaires dont on va parler spécifiquement aujourd'hui. Alors, les principales menaces IT en général, en 2021, c'est toujours les mêmes, hein, il n'y a pas eu d'évolution particulière, sont toujours les erreurs humaines, sont toujours les actes mal intentionnés, hein, les administrateurs qui laissent des backdoors au moment où ils quittent l'entreprise ou qui tentent d'attaquer leur propre entreprise. Hein, on a vu ça assez récemment dans les médias. Mais évidemment, la plus grosse menace dont on entend parler, ce sont les cyberattaques, les malwares, notamment les ransomware qui sont quasiment les plus importants et qui coûtent une fortune aux entreprises. Je ne vais pas détailler ces chiffres, vous les avez sans doute déjà vus, ils datent de 2020 évidemment, puisqu'on n'a pas encore les chiffres précis 2021. Le résumé de ce slide, c'est que ça coûte très cher. Ça peut coûter en moyenne, ça coûte 2,6 millions de dollars à une entreprise de se faire attaquer. Et l'Active Directory, évidemment, on va le voir, est une cible directe de ces attaques. Alors, quelques chiffres complémentaires. 21 jours, c'est le nombre d'arrêts en moyenne suite à une attaque de ransomware. Donc, votre entreprise, votre organisation va s'arrêter en moyenne pendant 21 jours. Mais il vous faudra en moyenne 287 jours pour vous remettre totalement d'une attaque de ransomware. C'est-à-dire que pendant 21 jours, il n'y a plus de production du tout. Et en moyenne, pendant 287 jours, vous allez remettre en place les différents services IT donc nécessaires pour le fonctionnement complet de l'entreprise. 350 millions de dollars, c'est le montant versé en rançon en 2020 officiellement. Voilà, tout ce qui n'est pas officiel, hein, tout ce qui est paiement non officiel de rançon, évidemment, on n'a aucun moyen de savoir. Alors, vous avez entendu certainement dans les médias également que le législateur américain envisage une loi qui permettrait de forcer les personnes, enfin les entreprises ou les organisations qui payent une rançon à le déclarer. Voilà, c'est quelque chose qui, alors pour le moment, c'est pas voté évidemment, hein, mais il y a ce genre de projet au niveau légal hein, d'obliger les déclarations de paiement de rançon. Il faut voir aussi qu'en France, il y a un rapport parlementaire qui est sorti très récemment et qui préconise d'interdire aux assurances, aux cyberassurances, de rembourser les rançons. Donc de façon à maîtriser au maximum les rançons, évidemment pour ne pas favoriser cette économie dark entre guillemets, hein, des rançons, des ransomware et de ce genre de choses. 312 000 $, c'est les montants payés en moyenne par les victimes de ransomware. Alors ces chiffres, vous en trouverez plusieurs versions, disons qu'on est sur des chiffres approximatifs évidemment, hein, c'est pas des valeurs absolument exactes, hein. Différents sondages ou différentes études vont donner des montants
qui ne seront pas exactement les mêmes, mais l'ordre d'idée, c'est que ça va vous coûter en moyenne 312 000 $ US pour payer une rançon. Je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait coûter jusqu'à 2,6 millions de $ en moyenne aux entreprises. Là, c'est juste la rançon, les 312 000. Le reste, c'est le coût de l'arrêt de production, le coût de la perte d'image, le coût de la perte de données éventuellement, etc. etc. Il n'y a pas que la rançon, évidemment, dans cette partie perte financière. Alors, si on en revient à l'Active Directory et à l'Azure Active Directory, qui sont les deux sujets du jour, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est un repository d'identité on-premise et cloud dans les environnements Microsoft qui permettent de gérer et d'autoriser les authentifications et les accès aux données ou aux applications Microsoft, mais autres également, bien entendu, vous savez tout ça. Et lors d'une cyberattaque, eh bien, ces annuaires peuvent être impactés de différentes manières. Évidemment, il y a la destruction totale, le dernier point dans cette liste. Il y a bien d'autres moyens de les impacter dans le cadre d'une cyberattaque, puisque évidemment, comme ils sont le repository d'identité principale, eh bien, on va s'en servir dans le cadre d'une attaque pour tout simplement créer des identités, donner des autorisations à ces identités en faisant des modifications de contenu de groupe, changer des attributs sur des identités existantes pour tenter éventuellement de leur donner des accès supplémentaires, des accès applicatifs par exemple. On va éventuellement tenter d'ajouter des éléments d'infrastructure, des DC scélérats, avec des attaques de type DC Shadow dont on parlera tout à l'heure. Donc on va ajouter des composants supplémentaires dans l'Active Directory on-prem. On va éventuellement tenter d'utiliser les GPO soit pour déployer des charges virales directement, c'est-à-dire utiliser les GPO, voire même les profils de configuration Intune pour déployer des charges virales, ou aussi, et ça c'est encore plus fréquent, pour affaiblir les paramétrages de sécurité des serveurs et des stations de travail. On va également, possiblement, au niveau de l'Azure Active Directory, tenter de modifier ou de supprimer les règles d'accès conditionnel pour ouvrir plus largement les accès donc, aux utilisateurs scélérats toujours. On va également éventuellement tenter de faire des modifications sur les services principaux au niveau de l'Azure Active Directory, notamment vous aviez l'attaque Nobelium, une des dernières attaques Nobelium, groupe qui est à l'origine de SolarWinds, enfin de l'attaque SolarWinds, eh bien sa dernière attaque analysée par Microsoft visait notamment, entre autres, à modifier des services principaux pour faire passer des applications non souhaitées, entre guillemets, pour des applications légitimes qui étaient référencées dans l'Azure Active Directory et donc leur permettre d'accéder à des données diverses et variées. Et enfin, évidemment, le dernier point, donc la destruction totale de l'Active Directory on-premise, comme le disait tout à l'heure Hervé, ça peut être soit tout simplement pour vous pousser à demander à payer la rançon, puisque vous allez vous retrouver bloqué, entre autres, par la destruction de votre annuaire, mais également pour effacer éventuellement des traces d'intrusion, puisque les traces principales de l'intrusion vont être visibles dans l'Active Directory, donc le fait de le détruire va effacer ces traces. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger ces annuaires? Est-ce qu'il faut les monitorer? Est-ce qu'il faut mettre en place des paramétrages de type Zero Trust de façon à diminuer au maximum les accès des comptes utilisateurs pour qu'il n'ait que les accès nécessaires et suffisants? Est-ce qu'il faut des sauvegardes les plus sécurisées possibles pour pouvoir restaurer en cas de problème? Est-ce qu'il faut tout ceci à la fois? La réponse paraît évidente, mais on va la détailler un petit peu. Et si on prend les détails d'une cyberattaque, alors, on va prendre quelques exemples de détails de quelques exemples de cyberattaques. Évidemment, on ne peut pas toutes les analyser, ce n'est pas l'idée dans le peu de temps qui nous est imparti ici, c'est juste de prendre des exemples, de vous montrer les actions que vous pouvez être amené à rencontrer dans le cadre d'une cyberattaque, donc ce que vont faire concrètement les hackers, et comment éventuellement tenter de s'en prémunir, comment tenter de contrer ces différentes actions. Alors, la première phase dans une cyberattaque, ça va être la reconnaissance. Alors, c'est pas le bon YouTube, voilà, c'est celui-là le bon. Et donc, la reconnaissance, ça va être d'explorer l'Active Directory pour trouver des informations intéressantes, pour trouver les groupes qui ont les comptes et les groupes qui ont le plus de privilèges, donc de façon à cibler spécifiquement ces objets-là, pour pouvoir éventuellement analyser les droits des comptes qu'on a déjà réussi à corrompre, connaître l'architecture de l'Active Directory, connaître l'architecture des serveurs, donc vraiment faire une revue complète de l'infrastructure, et l'Active Directory contient une très grande partie de ces informations, et par défaut, ces informations sont accessibles à tout un chacun.
donc on peut absolument lire l'Active Directory sans aucun problème. La lecture de l'Active Directory, donc au travers de différents outils qui permettent d'en faire des copies complètes, qui permettent notamment de faire des copies offline de l'Active Directory de façon à repartir avec un fichier et à pouvoir analyser ce fichier offline au travers d'un explorateur qui va vous montrer tout ce qu'on verrait en étant connecté réellement à l'AD. Bien, tout ça, ça génère des requêtes LDAP, évidemment, qui peuvent être nombreuses. Donc, si vous faites une seule copie offline à un instant T, ça va générer un minimum de requêtes LDAP. Et donc, forcément, ça va être plus compliqué à détecter, puisqu'il n'y aura pas de nombreuses requêtes, mais très peu, voire même une seule, pourquoi pas, requête de taille importante. Alors, des exemples d'outils de reconnaissance qui permettent de faire une copie de l'AD, Microsoft en fournit gratuitement. Donc, il n'y a pas besoin de taper dans des outils de hacking profondément cachés dans le darknet. Vous avez AD Explorer qui est sur le site de Microsoft et qui vous permet de faire une copie offline de l'AD et de l'explorer complètement comme vous voulez. Alors, je prends cet exemple-là parce que c'est tout simplement la demande d'un client qui nous a cité cet exemple-là en disant, voilà, je voudrais être capable de détecter si quelqu'un utilise un outil de type AD Explorer pour faire une copie de mon Active Directory. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrer... Pour info, Régis, j'ai mis le lien en commentaire, comme ça, voilà, toutes les personnes Parfait. peuvent directement en cliquant. Merci Hervé. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrer ce genre d'outillage? Comment est-ce qu'on peut être averti qu'il y a une telle copie qui est réalisée? L'idéal, ce serait de pouvoir être alerté lorsque vous avez une requête LDAP qui donne un nombre de résultats important. Puisque vous faites une copie complète de l'AD, il y a donc peu de requêtes LDAP, puisque c'est une seule copie, mais avec une taille de résultats très importante. Alors, dans cette première partie de présentation, vous allez voir, lorsqu'on parle de contre-mesures possibles ou d'actions qu'on peut mettre en place pour contrer une situation d'attaque, vous allez voir de temps en temps des références subliminales à des outils Quest. Ces références sont souhaitées, évidemment, mais je ne vais pas les détailler, je ne vais pas vous expliquer ici quel outil Quest, etc. permet de le faire, on y viendra tout à l'heure. L'idée, c'est de savoir que face à une copie de l'Active Directory, être alerté quand une requête LDAP dépasse une certaine taille, eh bien, ça peut être vraiment le moyen de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct, de savoir évidemment d'où vient la requête LDAP, quelle machine l'a générée, quel compte l'a générée, quand est-ce qu'elle a été générée, quel décès elle a ciblé, tout ceci, ça peut être vraiment très important pour s'apercevoir qu'il y a une situation, un début de situation dangereuse avec une éventuelle phase de reconnaissance en cours. Alors, la phase de reconnaissance, elle peut aussi cibler l'Azure Active Directory avec des méthodes de type password spray. Alors, c'est Microsoft qui vous décrit la méthode de password spray, notamment sur le site directement de Microsoft. On vous explique comment faire, ou en tout cas comment font les hackers pour tenter de faire du password spraying. Il y a tout un algorithme qui est proposé donc, pour ce password spraying qui vous explique comment en fait tenter de détecter une situation de password spraying. Alors, le password spraying, c'est pas forcément tenter d'envoyer des mots de passe par millions en quelques secondes, parce que ça va être détecté sous forme de pics d'échecs d'authentification, des pics monstrueux, donc évidemment, c'est facile à détecter. Mais le password spraying, c'est beaucoup plus, on va dire, délayé dans la masse, c'est sur des périodes plus longues, ce qui fait qu'il n'y aura pas ces énormes pics d'échecs d'authentification, ce sera plutôt des croissances dans le nombre d'authentifications échouées par rapport à votre activité habituelle. Et donc, ce que vous préconise cet algorithme, c'est d'aller vérifier les échecs d'authentification AD on-prem, les échecs d'authentification Azure AD, les échecs d'authentification ADFS, pour détecter une éventuelle évolution, donc anomalie, par rapport à ces échecs de connexion. Donc, être capable de détecter des anomalies, notamment dans l'évolution des échecs de connexion Azure AD ou ADFS, c'est également quelque chose d'important. Donc être capable d'avoir des alertes qui vous indiquent que, attention, vous avez une évolution par rapport à votre habitude, entre guillemets, de ces échecs, c'est déjà dans un premier temps pouvoir être alerté éventuellement qu'une tentative de password spraying est en cours. Donc avoir des solutions qui sont capables de faire un baselining de votre activité normale, entre guillemets, et ensuite de détecter, alors soit des pics comme on peut le voir là, mais c'est pas forcément des pics extrêmement visibles d'un point de vue comme ça visuel à l'œil nu, ça va être des évolutions par rapport à une baseline de fonctionnement habituel, et donc de vous indiquer que vous avez des possibilités comme ça de
de password spraying ou de problématiques en tout cas de sécurité. Alors, une autre contre-mesure possible pour le password spraying, c'est tout simplement de mettre en place des règles d'accès conditionnel, notamment du multifacteur. Alors, j'ai lu très récemment alors c'est une donnée Microsoft, que seuls 30% des comptes administrateurs, donc administrateurs généraux, global admin, etc., sur l'Azure AD, seuls 30% d'entre eux ont des règles d'authentification multifacteur qui sont activées. Évidemment, il est fortement préconisé d'activer l'authentification multifacteur pour les comptes à privilège, mais même, pourquoi pas, pour l'ensemble des utilisateurs, de façon à complètement bloquer une attaque de type password spraying, puisque le multifacteur va bloquer ça. Donc le fait de mettre en place des règles d'accès conditionnel, des règles d'accès multifacteur, ça va être un bon moyen de les contrer. Par contre, il faut protéger ces règles contre d'éventuelles modifications, alors malencontreuses, par erreur, ou éventuellement des suppressions accidentelles, ou, comme on le disait tout à l'heure, des suppressions qui ne sont pas accidentelles, c'est-à-dire qui sont déjà réalisées par des hackers qui ont réussi à s'introduire et à élever leurs privilèges, et qui vont tenter d'ouvrir au maximum les possibilités d'accès. Donc, être capable d'être alerté si jamais une règle d'accès conditionnel est supprimée ou modifiée, en temps réel évidemment, être capable d'avoir les informations, alors ici la règle s'appelle ma règle MFA, donc voilà, cette règle-là a été supprimée donc sur l'Azure Active Directory, avoir les détails précis dans un tableau de bord de ce qui s'est passé, qui a supprimé la règle, quand, quel est le statut de cette, est-ce que c'est une tentative de suppression ou de modification, ou est-ce que c'est réellement une action qui a eu lieu, donc qui a été successful. Eh bien, c'est vraiment important de pouvoir suivre ces modifications. Et éventuellement, bien entendu, dans le cas d'une suppression comme c'est le cas ici, être capable de pouvoir restaurer une telle suppression ou une telle modification. Notamment, on le voit ici dans le cadre de cet exemple, l'objet ici a été hard deleté, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent en corbeille, il est hard deleté, et donc le fait de pouvoir restaurer plutôt que d'avoir à reconstruire ce type d'objet, évidemment, va aller beaucoup plus vite et va vous permettre de remettre en état la sécurité de l'Azure Active Directory bien plus vite. Alors, si on passe en phase 2, maintenant, on va imaginer que les hackers ont réussi à acquérir des identifiants utilisateurs, ils ont même réussi à élever leurs privilèges. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez des hackers qui sont rentrés sur votre environnement, ils ne vont pas forcément tout de suite se servir de ces accès, pour deux raisons. La première raison, c'est déjà que potentiellement ceux qui sont rentrés dans votre environnement vont vendre ces accès à d'autres groupes de hackers. Vous connaissez le principe du ransomware as a service, où on va vous vendre un accès, vous vendre les outils pour générer une attaque de ransomware et prendre une partie de vos revenus que vous avez vous réalisé avec cette attaque. Donc il y a tout un marché de l'accès aux environnements. Il faut savoir qu'actuellement, en moyenne, en Europe, l'accès à un réseau se vend 10 000 €. Le maximum qui a été détecté, c'est autour de 100 000 €, où on vous vend simplement le fait d'avoir un compte utilisateur sur l'environnement d'une organisation cliente. Ce sont des données qui viennent des différents médias, évidemment. Alors imaginons donc que les hackers aient réussi à rentrer, ils ont des comptes, ils ont réussi à avoir même des comptes à privilège sur votre environnement Active Directory. Eh bien, souvent, ce qu'ils vont essayer de mettre en œuvre, c'est le moyen de se servir de ces privilèges sans être détectés. Parce qu'évidemment, si la première action qu'ils font est immédiatement détectée, ils vont être bloqués tout de suite et ça donnera rien et c'est pas l'idée. Donc ils vont tenter par exemple une attaque de type DC Shadow, donc qui est décrite dans le framework Mitre. Et cette attaque de type DC Shadow, c'est le fait d'ajouter un DC Scélérat dans l'Active Directory, de faire des modifications sur ce DC. Alors évidemment, ce DC est ajouté par des outillages qui ne sont absolument pas respectueux de l'AD, qui contournent complètement les API Active Directory. Les modifications qui sont faites sur ce DC sont faites également avec des outils, bien entendu, de type hacking. Et ensuite, ils vont pousser des synchronisations depuis ce DC Scélérat, avec les modifications faites directement dessus, vers l'Active Directory. Et donc, un des types de modifications possibles, c'est la modification de l'attribut Primary Group ID d'un utilisateur, et passer cette valeur de Primary Group ID, qui est, comme le nom l'indique, le groupe primaire d'appartenance de l'utilisateur, donc forcer le changement de la valeur du Primary Group ID sur la valeur 512.
En faisant ça, le compte sur lequel vous faites cette modification devient domaine admin. Sauf que vous ne le verrez pas dans les membres de domaine admin, donc vous ne le détectez pas. Et si vous faites cette transaction au travers d'une attaque DC Shadow, elle n'est pas monitorée par les outils de monitoring entre guillemets temps réel, puisque ce n'est pas une modification qui a été faite sur des DC surveillés, c'est fait sur un DC scélérat. Et c'est une synchronisation qui est réalisée, donc cette modification n'est pas visible sous forme d'un acte administratif AD. Alors, quelles sont les contre-mesures que l'on peut effectuer? C'est disposer par exemple d'outils qui vont aller chercher l'information dans l'Active Directory, analyser tous les comptes utilisateurs pour chercher ceux qui auraient potentiellement une valeur 512, donc au niveau de l'attribut Primary Group ID, et donc vous envoyez ce rapport en disant attention, vous avez des comptes qui ont cette valeur-là. Normalement, personne ne doit avoir cette valeur en dehors éventuellement de l'administrateur du compte vraiment domaine admin natif. Mais les autres comptes utilisateurs ne devraient pas avoir cette valeur-là sur le Primary Group ID. Autre contre-mesure possible, c'est pouvoir faire des baselines de l'Active Directory, des sauvegardes de référence, et comparer votre AD réel à ces sauvegardes de référence pour détecter qu'il y a eu des modifications. Donc on ne les détecte pas en temps réel, mais on les détecte en comparant à des baselines. Et donc on va être capable de trouver qu'il y a des modifications qui ont été faites sur ce genre d'attribut de cette manière-là. Alors si vous trouvez qu'il y a ce genre de situation, donc avec ce genre d'outil, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire un retour arrière manuellement. Vous ne pouvez pas ouvrir un ADSI Edit, encore bien moins évidemment du PowerShell ou de la MMC classique, mais vous ne pouvez pas modifier manuellement cet attribut puisque c'est le système qui le gère et que les outils utilisés par les hackers sont évidemment contournent les API standards. Il faut savoir d'ailleurs que ces outils type Mimikatz par exemple sont risqués pour l'AD. Et il est clairement indiqué dans leur utilisation, si vous voulez vous en servir pour simuler des attaques, que ça peut casser l'AD et que, évidemment, ce n'est absolument pas supporté d'une quelconque manière que ce soit. Donc, vous ne pouvez pas faire cette modification manuellement. Le système va vous dire que le compte n'est pas membre du groupe en question et que du coup, ça ne marche pas. Donc, la solution, c'est de faire une restauration sur un statut antérieur des objets concernés de façon à remettre en place leur attribut initial Primary Group ID, qui est en général d'ailleurs le 513, c'est-à-dire le compte domain user, le groupe domain users. C'est pas une obligation, mais la plupart du temps, en natif, et si on ne fait pas de changement particulier, ça va être ce qui est réalisé. Donc, disposer d'une solution qui vous permet de restaurer granulairement des attributs d'objets utilisateurs, par exemple, de n'importe quel objet Active Directory, vont vous permettre de revenir sur ce genre de problématique. Alors, par ailleurs, vous avez également des solutions qui vous permettent de détecter la présence d'un DC scélérat et des réplications en provenance de DC scélérat. C'est-à-dire qu'on va détecter des réplications irrégulières dans votre Active Directory et on va vous prévenir qu'il va falloir surveiller ces réplications, éventuellement regarder d'où elles viennent et pourquoi vous avez un DC détecté mais qui n'est pas présent dans le schéma initial de l'AD. Alors ensuite, une fois que les attaquants ont fait tout ça, qu'ils se sont donné les droits qui vont bien, on a vu dans la presse, dans les différents médias récemment, le plus simple pour eux, ça va être d'utiliser les mécanismes natifs de l'AD pour déployer la charge virale. La charge virale, donc le ransomware à proprement parler, un outil qui va réellement chiffrer les données, enfin chiffrer les machines. Le plus simple, c'est de le déployer au travers des GPO. Donc là, vous avez le détail de l'article sur Logbit qui vous explique que l'outil ransomware va créer une nouvelle GPO. Cette GPO va être déployée sur un parc de machines le plus large possible. Il va désactiver Defender, il va déployer le ransomware, il va activer éventuellement l'exécution distante de lignes de commande, etc., voire même créer une tâche planifiée directement sur les machines de façon à pouvoir déclencher le ransomware au moment venu. Donc, pourquoi s'embêter à créer du code malveillant quand il y a tout ce qu'il faut directement, nativement, dans l'Active Directory. Donc, une contre-mesure possible qui peut être intéressante, c'est d'être alerté en temps réel lors de la création ou de la modification éventuellement d'une GPO, soit par des comptes qui ne sont pas prévus pour faire ce genre de choses, soit à tout moment, dès qu'une nouvelle GPO est créée, recevoir une alerte vous indiquant cette situation, vous indiquant quel DC a créé cette GPO, quel compte a créé cette GPO, quand est-ce qu'elle a été créée précisément, éventuellement avoir des détails sur cette GPO qui a été créée,
tout ceci, c'est très important pour être alerté si jamais vous êtes dans ce genre de situation. Alors une autre contre-mesure possible, c'est mettre en place un paramétrage de type Zero Trust de façon à ne pas pouvoir créer une GPO sans qu'il y ait une validation par un certain nombre de personnes. Donc mettre en place un workflow par exemple sur la création des GPO ou sur leur modification, sur n'importe quel type d'action sur les GPO, de façon à ce que dès qu'une GPO est modifiée, créée ou quoi que ce soit, il y a nécessité d'être approuvée avant qu'on puisse pousser cette modification réellement dans l'Active Directory. Donc de façon à contrôler au maximum les actions réalisées. Évidemment, dans ce cadre-là, un ransomware ne va pas pouvoir effectuer une création, ou alors en tout cas, vous serez alerté qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez aussi envisager de mettre en place une délégation granulaire sur les GPO de façon à avoir un minimum de droits sur les GPO. Par exemple, pouvoir créer des GPO qui ne seront linkés que sur certaines OU et pas au-delà de ces périmètres de link. Ou encore créer des GPO avec des paramètres qui seront protégés, qu'on ne pourra pas modifier. C'est-à-dire que vous pouvez créer une GPO, mais vous ne pouvez pas implémenter des paramètres spécifiques parce qu'il y a une protection qui vous empêche de le faire. Donc voilà, pouvoir bénéficier comme ça d'outils qui vont vous permettre d'avoir une granularité extrêmement forte au niveau de la délégation d'accès au GPO, ça peut être également une possibilité intéressante. Alors, évidemment, lors d'une phase d'attaque, la première chose en réalité que vont faire les ransomware, les malwares en général, c'est d'aller chercher les serveurs qui hébergent vos sauvegardes. Parce que pour vous pousser à payer la rançon, ils vont vous affaiblir au maximum de façon à vous empêcher. Comme le disait Hervé tout à l'heure, l'idée à un moment donné, c'est que si on a été attaqué, il faut reconstruire. Si vous n'avez plus vos sauvegardes, évidemment, la reconstruction est d'autant plus compliquée. Et donc, s'ils ont réussi à détruire vos sauvegardes, vous allez être encore bien plus tenté de payer la rançon pour essayer de récupérer vos données. Alors, j'ai lu récemment dans différents rapports que actuellement, 21% des attaques de ransomware arrivent à détruire les serveurs de sauvegarde, enfin, les sauvegardes à proprement parler. Donc dans 21% des cas, il n'y a plus de sauvegarde. Et il faut savoir que, alors le même rapport indiquait que même en payant la rançon, 90% des personnes, enfin des organisations qui ont été attaquées, qui ont payé la rançon, ont perdu, alors pas la totalité, mais ont perdu une grande partie de leurs données quand même. Évidemment, le fait de payer la rançon ne vous garantit pas que vous aurez vraiment accès à une clé de déchiffrement. Et même si vous avez une clé, ça ne vous garantit pas non plus que cette clé va fonctionner correctement et déchiffrer l'intégralité de vos données. Surtout que dans certains cas, on l'a vu dans la presse également, ça peut être extrêmement long de déchiffrer en utilisant les clés fournies par les hackers dans le cas d'un paiement. Bref, dans la presse ou dans les médias, vous avez vu que les ransomware détruisent vos sauvegardes, attaquent vos sauvegardes, tentent au maximum de vous affaiblir en détruisant les sauvegardes. Donc tout ceci, c'est visible un petit peu partout dans les médias. Et donc, quelles contre-mesures peut-on tenter de mettre en place? Il faut tout simplement protéger les sauvegardes. Alors, protéger les sauvegardes, ça va être les héberger sur des serveurs standalone qui sont évidemment pas dans l'Active Directory. Ça, c'est une évidence. Il ne faut absolument pas, bien entendu, que les serveurs de sauvegarde qui hébergent les sauvegardes soient dans l'AD. Mais l'idéal, ce serait également que ces serveurs n'aient pas de port d'écoute sensible. Par exemple, le protocole SMB, on sait qu'il est vulnérable. Le protocole RDP, c'est un gruyère. Il y a tellement de vulnérabilité que c'est un des principaux ports qui permet aux hackers de rentrer sur un environnement. Tout ce qui est ouverture de port RPC également peut mettre en place des vulnérabilités. Donc l'idée, ce serait d'héberger vos sauvegardes. Alors ici, on va parler particulièrement des sauvegardes Active Directory, mais ce serait d'héberger vos sauvegardes sur un serveur intégralement sécurisé qui ne puisse communiquer que sur un ou plusieurs ports, si d'ailleurs ça peut être un seul, c'est encore mieux, que sur un port de communication propriétaire qui ne puisse pas disposer de vulnérabilités telles que SMB ou RDP et qui permet donc de stocker les sauvegardes Active Directory de manière la plus sécurisée possible pour empêcher qu'un ransomware puisse accéder au serveur et détruire les sauvegardes. Alors évidemment, les sauvegardes, il faut les protéger aussi d'une éventuelle capture, il faut les chiffrer, puisque bien entendu, si quelqu'un arrive à partir avec une sauvegarde de votre Active Directory, elle devient un point de vulnérabilité, puisqu'il pourra s'en servir pour tenter d'affaiblir votre AD, en tout cas chercher des failles dans votre Active Directory.
Et enfin, Donc, ouais, pardon, juste pour rebondir dessus, hein, effectivement, nous c'est un des gros sujets hein, suite aux attaques. Il y a quasiment une fois sur deux, on retravaille le sujet effectivement, du backup restore. Parce que indépendamment de la solution ou quoi que ce soit, c'est on sauvegarde effectivement et posez-vous la question chez vous, hein, mais voilà, avec Server Backup, Windows Server Backup, on a sauvegardé localement. Et effectivement, quand on a chiffré le serveur, on est embêté. Donc, nous, on a effectivement déjà travaillé sur des solutions pour travailler sur des solutions, des points de stockage distants, d'avoir des mécanismes de chiffrement et de vérifier effectivement l'intégrité des sauvegardes avec un certain nombre de technologies. Voilà. C'était juste pour appuyer ton message. Merci Hervé. Alors effectivement, vérifier l'intégrité des sauvegardes, c'est tout simplement vérifier que ce que vous avez sauvegardé, dans le cas où vous auriez effectué des sauvegardes de type bare metal par exemple, hein, donc l'intégralité d'un contrôleur de domaine a été sauvegardée, vérifier l'intégrité, c'est vérifier que vous n'avez pas sauvegardé le malware avec votre DC, puisque le malware peut être présent sur le DC depuis un petit moment, il est en attente, hein, on le disait tout à l'heure, déployé par exemple par GPU ou par n'importe quel moyen, en attente d'être déclenché. Évidemment, il ne faut pas que vous l'ayez sauvegardé avec pour le restaurer, bien entendu, hein, puisque c'est ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si vous remettez en place les vulnérabilités, eh bien, les hackers vont bien entendu vous réattaquer dans les heures, voire au maximum les jours qui vont suivre votre restauration. Et donc voilà. Pour Euromillions, la chance de gagner plusieurs fois de suite, elle est quand même super élevée. Absolument, absolument. S'ils sont passés une fois, ils vont bien entendu retenter. Donc voilà, l'idéal, hein, c'est de bénéficier d'un outil qui vous permette de sécuriser le stockage de vos sauvegardes Active Directory de façon à garantir qu'elles seront bien disponibles pour pouvoir effectuer une restauration si jamais il y a besoin le moment venu. Alors évidemment, la dernière phase de l'attaque, c'est de détruire, alors entre autres, votre Active Directory. Alors là, j'ai pris un article de l'Australian Information Security Association. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, c'est simplement par ordre alphabétique le premier qui est sorti quand j'ai fait ma recherche, qui vous indique voilà, que une des actions des hackers, c'est de détruire l'Active Directory lui-même. Mais ils vous disent aussi qu'il faut faire attention parce qu'ils laissent en place des procédures, des moyens ou des vulnérabilités. Malgré le fait qu'ils détruisent l'AD, ils ont quand même prévu des backdoors de façon à ce que si jamais vous restaurez votre Active Directory, vous restauriez les backdoors avec. Alors le plus simple en général, hein, c'est que tout simplement ils ont des comptes dont ils connaissent les mots de passe et ces comptes font partie de groupes à privilèges et du coup si vous les restaurez tels quels, même si vous décidez de réinitialiser les mots de passe quelques minutes après la restauration, à un moment donné votre AD est restauré live avec des comptes qui sont à disposition de personnes mal intentionnées qui ont des privilèges importants. Donc ils peuvent dans ce cas-là très rapidement réouvrir des backdoors supplémentaires et donc repréparer un deuxième niveau d'attaque. Donc là, on est dans le cas où vous n'avez plus rien, il n'y a plus de serveur, il n'y a plus de station, il n'y a plus de contrôleur de domaine, tout a été chiffré, et donc il va falloir envisager de restaurer, alors dans un premier temps l'AD, avant de pouvoir restaurer le reste, ou en parallèle de pouvoir restaurer le reste, il vous faut restaurer l'Active Directory le plus vite possible. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir au maximum automatiser la procédure de restauration AD, puisqu'elle existe évidemment. Microsoft a documenté une procédure de restauration. Cette procédure est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement séquentielle. Donc, il faut restaurer vraiment les DC quasiment un par un sur un environnement vaste. Il y a beaucoup d'opérations à réaliser sur chacun des contrôleurs de domaine. Si vous vous trompez et que vous réalisez une opération avant une autre dans l'orchestration de la procédure, il faut revenir tout au début et tout recommencer. Donc, on a quelques exemples de clients qui ont dû, dans le cadre d'une cyberattaque, notamment un client qui avait environ 40 000 utilisateurs, qui a été attaqué, qui a perdu son Active Directory et une grande partie de son environnement, qui a mis 5 jours pour restaurer son Active Directory. Mais ce qu'ils nous ont raconté, c'est qu'ils ont eu de la chance, en fait, dans leur malheur. C'est qu'ils ont été attaqués en août 2020 et ils avaient passé 2 mois, février et mars 2020, à tester cette procédure Microsoft. Et donc, à la réaliser plusieurs fois pour la maîtriser au maximum. Et donc, en ayant une connaissance parfaite de la procédure Microsoft, ils ont mis 5 jours à l'exécuter. Donc 5 jours, évidemment, 5 jours sans AD, donc sans rien, sans authentification, sans accès aux données, sans explication, tout au boulier et au crayon de papier. Donc, pouvoir automatiser cette procédure, cliquer sur un bouton Restore et que cette procédure se déroule automatiquement, évidemment, c'est très intéressant. Pouvoir éventuellement restaurer par phase, et donc restaurer des sites en priorité, des domaines en priorité, pour pouvoir restaurer le reste dans d'autres phases ultérieures,
pour pouvoir restaurer le service le plus vite possible sur les sites critiques, c'est également très important. Pouvoir choisir plusieurs méthodes de restauration. Vous avez plusieurs possibilités pour restaurer un contrôleur de domaine AD. Vous pouvez restaurer en mode CleanOS, ce qui est en général le plus souvent envisagé. CleanOS, c'est vous préparer un serveur standalone Windows dans la même version de Windows que le contrôleur de domaine, donc vous le préparez en avance de phase, vous le laissez dans un coin, et le jour où vous avez besoin de restaurer, vous lancez ce type de restauration sur ce sur ce serveur standalone, et on va utiliser son système d'exploitation en fait comme base pour restaurer l'intégralité de votre ou de vos contrôleurs de domaine. Donc il vous faudrait dans ce cas-là un serveur Windows standalone par contrôleur de domaine à restaurer. Vous avez la restauration BMR qui est plus simple dans la mesure où elle sauvegarde l'intégralité d'un contrôleur de domaine, et donc quand vous voulez le restaurer, vous n'avez rien besoin d'avoir préparé, vous lancez une restauration et on récupère l'intégralité de votre DC sur la machine initiale, que ce soit une machine physique, virtuelle, dans le cloud, peu importe. Vous avez l'install from media, donc la réinstallation de l'Active Directory à partir d'un fichier média de restauration créé donc à partir d'une sauvegarde. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Le fait de pouvoir choisir les possibilités de restauration parmi plusieurs, ça vous permet de réagir à n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez préparé par exemple des machines de type CleanOS en attente d'un éventuel besoin de restauration, et que ces machines sont des machines virtuelles hébergées par un ESX par exemple, et que cet ESX est détruit dans le cas d'une cyberattaque, vous perdez votre infrastructure de restauration. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir basculer, de dire bon bah c'est pas grave, à ce moment-là on va passer sur une restauration BMR parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire et qu'on peut choisir parmi différents scénarios. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être le plus réactif possible dans la phase de restauration. Le fait également, on le disait tout à l'heure, de pouvoir réinitialiser les mots de passe des comptes à privilèges pendant la restauration et pas après, ça aussi c'est très important puisque vous allez couper l'herbe sous le pied entre guillemets des hackers qui auraient gardé potentiellement des comptes, des accès à des comptes qui ont des privilèges dans votre Active Directory et qui évidemment seraient restaurés à l'identique dans le cas d'une restauration de l'AD. Alors, évidemment, comme vous l'avez compris, Quest a des solutions. D'ailleurs, toutes les copies d'écran que vous avez vues passer proviennent de solutions Quest. C'était subliminal, mais pas tant que ça. Et donc, Quest a des solutions pour répondre à ces différentes problématiques. Vous avez notamment la solution Recovery Manager pour Active Directory qui existe en 3 éditions, qui va permettre de répondre à la problématique de restauration de l'AD à différents niveaux. Donc, la restauration granulaire d'attributs d'objets AD ou de parties d'arborescence de l'AD avec la version standard qui est dans la colonne de gauche, la restauration d'une forêt Active Directory si on a encore les contrôleurs de domaine, donc vous avez une forêt qui a été corrompue, vous savez que vous avez été attaqué, qu'il y a eu des modifications faites dans cette forêt et vous voulez faire un retour arrière à un état précédent mais vous n'avez pas encore été, il n'y a pas eu d'attaque de ransomware, vos TC n'ont pas été chiffrés et donc cette édition-là, Forest Edition FE, est capable de le faire. Et enfin, vous avez la dernière Disaster Recovery Edition qui vous permet de restaurer l'intégralité de votre forêt, y compris si vous avez perdu l'intégralité de vos DC. Donc c'est cette édition-là qui a une couverture complète qui vous permet aussi de stocker vos sauvegardes sur des environnements, sur des serveurs sécurisés qui ne communiquent avec un seul port que avec les agents de sauvegarde et avec le serveur de sauvegarde Recovery Manager. Et donc, il ne laisse aucun port ouvert de type SMB ou quoi que ce soit. Et donc, vous allez avoir la possibilité, avec cette solution, de restaurer votre Active Directory, comme on le disait tout à l'heure, de manière complètement automatisée, par phase, si vous en avez besoin, en réinitialisant les mots de passe des comptes à privilèges, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai cité comme avantage à voir avec un outil de restauration, évidemment, Recovery Manager, Disaster Recovery Edition, DRE, couvre l'ensemble de ces fonctions. Alors, Disaster Recovery Edition va être capable de restaurer votre forêt intégralement. Il est capable aussi de restaurer vos GPO dans le cas où ces GPO auraient été modifiés, supprimés. Donc on peut le faire dans le cas d'une restauration granulaire. On peut restaurer des objets de l'annuaire AD, mais aussi des objets des différents conteneurs, conteneurs configuration, schéma, DNS, et également des GPO. On va bien entendu restaurer Sysvol si jamais c'est nécessaire. Et vous allez pouvoir coupler Recovery Manager qui s'occupe donc de la restauration de l'AD on-prem avec une fonctionnalité qui s'appelle On-Demand Recovery qui est une fonctionnalité dont on parlera tout à l'heure mais qui permet de restaurer, elle, des objets de l'Azure Active Directory.
Alors, je ne vais pas reciter toutes les fonctionnalités disponibles, hein, puisque vous les avez trouvées tout à l'heure dans les arguments que j'abordais, donc la possibilité de sauvegarder, chiffrer, faire des vérifications de présence éventuelle de malware, des sauvegardes, dans les sauvegardes plutôt, pouvoir faire des sauvegardes bare metal, system state, CleanOS, réinstall from media, donc sauvegarde et restauration bien entendu associées pour avoir différents scénarios, voire même éventuellement restaurer votre Active Directory directement dans Azure. Et donc si vous avez tout perdu, vous n'avez plus du tout d'infrastructure, même plus d'infrastructure de virtualisation, vous n'avez plus rien, vous avez même peut-être physiquement perdu le data center pour X raisons, eh bien vous pouvez utiliser Disaster Recovery Edition, donc Recovery Manager, pour piloter la création de nouvelles machines Azure qui vont servir de base pour une restauration CleanOS, et l'outil va être capable, donc juste avec Recovery Manager DRE, vous allez pouvoir restaurer intégralement votre Active Directory dans Azure sur des machines VM en IaaS, mais il va piloter lui-même la création de ces machines. Donc les avantages concrets de Recovery Manager, c'est de vous permettre de restaurer beaucoup plus vite. Donc on parlait tout à l'heure de 5 jours en moyenne, alors en moyenne ça peut être 6, 5. On a certains clients qui arrivent à restaurer plus vite que ça, on en a un qui arrivait à restaurer en, on a l'exemple ici, 18 heures. Mais 18 heures, c'était quand même beaucoup trop long pour un client qui était dans le monde de la banque et qui, du coup, ne pouvait pas se permettre d'avoir un arrêt de production complet de 18 heures. Surtout que les 18 heures, c'était une restauration évidemment partielle et en urgence. Et donc, voilà, avec DRE, vous avez des restaurations qui vont prendre entre 30 minutes et 4 heures pour les plus grosses, sachant que 4 heures, c'est pour un Active Directory qui fait entre 50 et 300 gigas dans les exemples qu'on a ici. Donc évidemment, avec différents niveaux de complexité de scénarios de restauration, mais on parle ici de restauration en quelques minutes, voire quelques heures maximum, plutôt que quelques jours. Voilà, avec toutes les possibilités d'automatisation, de suivi en temps réel de la restauration, de pilotage de la création de VM dans le cloud pour pouvoir s'en servir comme plateforme de restauration, de choix de scénarios et de possibilités de restauration, etc., etc. Alors, on peut également parler d'autres solutions Quest qui permettent notamment de faire la fameuse surveillance, le monitoring de ce qui se passe dans l'AD et dans l'Azure AD. Vous avez notamment Quest Change Auditor qui va vous permettre de faire de la surveillance de tout ce qui se passe dans votre Active Directory en temps réel, mais aussi tout ce qui se passe sur vos serveurs de fichiers, potentiellement également tout ce qui se passe sur vos Active Directory, mais pas uniquement en termes de modification d'annuaire, mais également en termes de requête LDAP, ce qu'on avait vu tout à l'heure comme exemple, qui est de dire, eh bien, je veux être alerté si jamais une requête LDAP a un niveau de résultat, une taille de résultat qui est importante, eh bien, vous avez Change Auditor pour AD Queries qui va faire ça, en fait, qui va analyser les requêtes LDAP et qui va vous alerter si jamais une requête a un niveau d'importance, un niveau de taille de résultat qui soit trop élevé par rapport à un seuil que vous avez défini. Et donc, vous recevrez des alertes. Change Auditor est capable de vous alerter sur tout ce qui se passe sur votre environnement on-prem. Change Auditor peut se coupler également à On-Demand Audit. On-Demand est une plateforme Quest de type SaaS qui est hébergée dans Azure et qui va en fait s'occuper, elle, de centraliser l'ensemble des journaux de sécurité, alors Azure AD, les journaux Office 365, les journaux de sécurité Azure, etc., etc., et qui va stocker ces informations, qui va récupérer également les événements en provenance de Change Auditor qui lui s'occupe de la partie on-premise et qui va également analyser ces informations, ces événements pour éventuellement détecter des changements par rapport à votre activité habituelle. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les copies d'écran, les changements par rapport à des baselines, les évolutions, les pics ou en tout cas les modifications qu'il peut y avoir dans l'activité, que ce soit de connexion, mais l'activité en général sur ces environnements-là, eh bien, On-Demand Audit va surveiller et analyser ces événements. On-Demand Recovery, donc on en a parlé très vite, lui va s'occuper de restaurer tout ce qui est dans Azure Active Directory et éventuellement même dans Teams, puisque vous avez une fonctionnalité également qui permet de restaurer les channels, les conversations, les fichiers partagés dans Teams. Mais l'idée principale de On-Demand Recovery, c'est d'être capable de restaurer
tous les objets hybrides, donc en se couplant à Recovery Manager qui va restaurer les objets on-premise. Imaginez un compte, par exemple, qui est hybride, donc qui est dans l'Active Directory on-prem, qui est synchronisé par l'Azure AD Connect dans Azure AD, et pour lequel vous avez fait des distributions de licences, il fait partie de groupe Office 365, il est dans des Teams, etc. Donc il a des règles d'accès conditionnelles, etc., etc. Si jamais vous le supprimez ou vous le modifiez on-prem, cette action va être synchronisée par l'Azure AD Connect, donc il va être supprimé aussi dans l'Azure AD. On pourrait se dire, c'est pas grave, je vais le restaurer on-prem, et du coup, l'Azure AD Connect va le recréer dans l'Azure AD, ce qui est tout à fait vrai. Sauf qu'il ne va pas tout remettre en place, notamment, il ne va pas remettre en place tout ce qui est appartenance à des éventuels groupes Office 365. Pardon. Donc, tout ce qui est appartenance à des groupes Office 365 ne va pas être mis en place. Tout ce qui est éventualité de présence de règles d'accès conditionnel ne va pas être remise en place également. Et donc, pour pouvoir avoir un compte qui soit exactement à l'identique ou un objet exactement à l'identique de ce qu'il était avant la suppression, il vous faut également restaurer ces aspects-là. Et donc, On-Demand Recovery va s'occuper de cet aspect online par rapport à un objet hybride. Mais il est aussi capable de restaurer, alors ce que j'ai entouré notamment, les groupes eux-mêmes. Si on supprime un groupe de distribution de licence, un groupe Office 365, un channel Teams, si on supprime des règles d'accès conditionnel, c'est l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, d'une possibilité de restaurer une règle d'accès conditionnel ou une règle MFA ou même un SPN qui aurait été modifié ou supprimé ou qui aurait eu des problèmes, ou pourquoi pas aussi des objets de type guest, B2B ou B2C, tout ceci, On-Demand Recovery va être capable de le restaurer donc dans Azure Active Directory. Le principe est très simple, il fait des backups réguliers de votre Azure AD, il stocke ses backups dans le cloud, dans Azure, vous n'avez pas à vous en préoccuper, vous n'avez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit en termes de stockage, et vous allez ensuite pouvoir comparer votre Azure AD à l'un des backups disponibles, voir les informations sur les objets qui ont été modifiés, supprimés, hard deletés, etc. et choisir de restaurer tout ou partie de ces objets qui ont été donc modifiés, supprimés ou hard deletés. On a également abordé l'outil qui s'appelle Enterprise Reporter. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il pourrait être intéressant d'avoir un outil qui soit capable d'aller chercher des paramétrages. Alors on a pris l'exemple du Primary Group ID sur la valeur 512, mais Enterprise Reporter est capable en fait de collecter des informations sur votre Active Directory, votre Azure Active Directory, les applications Office 365, etc., pour générer des rapports spécifiques, alors soit des rapports de sécurité, tels que le Primary Group ID sur une valeur 512 par exemple, mais ça peut être autre chose, des délégations dans Office 365, ça peut être des partages de données OneDrive au travers de liens anonymes, par exemple, si vous avez autorisé ce genre de pratique, le fait de connaître les données qui sont partagées par des liens anonymes, donc peu sécurisé, puisqu'un lien anonyme, ça se transfère d'une personne à l'autre, eh bien, ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Donc, Reporter collecte ces informations, permet de générer des rapports de type sécurité, mais il permet aussi de faire des rapports de type assessment, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, ou encore des rapports de préparation à une reconfiguration, une migration, par exemple, être capable de détecter toutes les applications qui requêtent mon Active Directory, de façon à avoir une garantie que si à un moment donné, je dois décommissionner, migrer ou faire des modifications sur cet Active Directory, eh bien, je ne vais pas mettre à mal ces applications-là. Et enfin, on a parlé d'une solution, on a parlé de mettre en place des configurations de type Zero Trust avec du workflow, avec de l'approbation, avec la délégation, etc. Sur les GPO, mais aussi, pourquoi pas, sur les profils de configuration Intune. Et donc Quest propose GPO Admin pour ceci. GPO Admin qui vous permet donc de gérer des notions de workflow d'approbation, de déploiement planifié des modifications, de calcul de RSOP et de simulation, de verrouillage de GPO lorsqu'on est en train de travailler dessus, ou complètement pour éviter qu'elle soit modifiée par une quelconque personne qui pourrait avoir des droits, qui permet de gérer une délégation fine, qui permet de protéger des paramétrages, qui permet de comparer des GPO entre elles, etc., etc. Tout ceci donc a été valable pendant très longtemps depuis que GPO Admin existe pour les GPO, et maintenant GPO Admin est capable de gérer également des profils de configuration Intune, puisque bien entendu, progressivement, notamment pour tout ce qui est gestion des postes de travail, c'est Intune qui va prendre la main par rapport au GPO classique de l'Active Directory. Voilà, il me reste, pour essayer de ne pas trop dépasser le temps qui nous est imparti, à vous parler très très vite de Quest. Je pense que pour la plupart, vous nous connaissez, nous sommes un éditeur, Quest, un éditeur de logiciels, éditeur américain. Au niveau de l'environnement Microsoft,
avec une business unit qui s'appelle Microsoft Platform Management et qui propose des solutions logicielles autour des environnements Microsoft, eh bien Quest permet de gérer plus de 184 millions de comptes Active Directory, permet d'auditer, de tracer l'activité sur plus de 166 millions de comptes et a aidé à migrer plus de 95 millions de comptes Active Directory, puisque bien entendu la migration AD est également un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Donc, la Business Unit Platform Management de Quest va vous permettre de gérer l'ensemble de vos applications Microsoft on-prem ou cloud, et donc va proposer un certain nombre de fonctionnalités vous permettant de réorganiser, de sécuriser, d'administrer, de contrôler le bon fonctionnement de vos applications, donc on-prem, l'Active Directory lui-même, les serveurs, Exchange, Sky for Business pour ce qui en reste, les serveurs SharePoint, SQL Server, etc., mais également cloud, donc avec tout ce qui est Office 365 en général, Microsoft 365 même, et donc avec des fonctionnalités de monitoring, de contrôle, de réorganisation, donc migration. On propose par exemple des fonctionnalités de migration tenant à tenant qui vous permettent de réorganiser vos tenants Office 365, qui vous permettent d'auditer l'activité sur Office 365, qui vous permettent de restaurer, comme on a vu tout à l'heure, des parties de l'Azure AD ou de Teams, qui vous permettent également de déléguer la gestion des groupes Office 365, voire même des groupes on-prem, etc., etc. Donc de faire du reporting, de faire du contrôle sur ces différents environnements, donc qu'ils soient on-prem ou cloud. Et quelques chiffres, Quest existe depuis plus de 30 ans, on existe depuis 1987 maintenant, c'est environ 4000 personnes dans une centaine de pays pour un chiffre d'affaires approximatif d'1 milliard de dollars l'année dernière. Et donc, il me reste à vous demander si vous avez des questions, si vous avez l'occasion de poser des questions donc, au travers de la modération. Alors, moi j'en ai, donc je n'en ai pas vu, enfin je n'en vois pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous attendiez potentiellement la fin pour poser les questions, donc n'hésitez pas, si on va attendre une minute, puis on va voir si effectivement il y a des questions. Donc moi-même, à chaque fois que tu évoquais un produit ou la partie DC Shadow Mitre, etc., j'ai mis les liens j'ai publié les liens dans la conversation pour que vous puissiez y accéder directement. Donc je surveille, écoute, s'il y a les questions, on va faire ça. Si je vois apparaître une question, je coupe. Parfait. Et puis si jamais, bien entendu, vous avez des questions qui reviennent par la suite, si vous voulez des informations complémentaires sur les activités de Medsys ou sur les solutions logicielles de Quest, n'hésitez pas à nous contacter, Hervé ou moi-même, que ce soit des questions techniques pour lesquelles nous nous efforcerons de vous répondre, ou commerciales pour lesquelles nous nous permettrons de les passer à nos camarades commerciaux qui s'occupent de ces problématiques. Donc, merci de votre participation, très bonne journée et à très bientôt. Merci à toutes et tous, à bientôt.